Devenu échevin des travaux publics en 1935, Georges Truffaut, élu socialiste et futur résistant, impose une vision ambitieuse de sa cité natale, dont il veut voir l'avenir en grand, voire en très grand. Il inspire une exposition internationale de l'eau en mai 1939, un an avant le déferlement des violences de la guerre dans nos vallées. Une exposition de l'eau? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, c'est une exposition internationale des techniques de l'eau, inaugurée le 20 mai 1939, et qui, par la tenue de pavillons, d'expositions et de conférences, mais aussi par la réalisation de grands travaux, va montrer les progrès que l'eau peut amener. Le transport des marchandises, je parie. Principalement, mais pas seulement. Tu sais, ça n'a l'air de rien, mais c'était un projet ambitieux et humaniste qui a laissé chez nous des traces imposantes. Comme le mémorial Albert Ier, le canal Albert, l'aménagement final du port autonome. Le quartier de Coron-Meuse va littéralement sortir de terre à l'occasion de cette exposition internationale. Mazette. Je te fais pas dire. L'échevin Truffaut avait de la suite dans les idées. Ayant doté la ville du lycée de Waha et des bains de la Sauvenière, dont nous avons précédemment parlé, il voulut un projet plus époustouflant encore. Ce fut l'exposition internationale, portée par le Grand Liège, une société coopérative chargée d'étudier et ensuite de faire réaliser les projets les plus intéressants. Ceux-ci furent entrepris sur une aire de 70 hectares, qui s'étendait du pont de Coron-Meuse, aujourd'hui notre pont Atlas, à l'entrée du canal Albert. Le million de visiteurs qui se pressèrent à l'expo pouvaient découvrir là non seulement les pavillons des 11 nations invitées, mais aussi un grand parc d'attractions, un village mausan et un théâtre d'eau pour des compétitions sportives, et où un jet d'eau de 100 mètres se vantait alors d'être le plus haut du monde. À quoi s'ajoutèrent quantité de lieux de divertissement et de restauration. Chaque extrémité du domaine était reliée à l'autre par un téléphérique qui surplombait un vaste panorama futuriste. L'essentiel de l'exposition fut certainement sa créativité architecturale. Un groupe d'architectes novateurs, dénommé l'Équerre, injecta ses concepts modernes dans le montage de l'exposition. L'importance rendue à la fonction des bâtiments et donnée à l'humain, comme leur technique de construction, furent saluées dans la presse mondiale. On sent dans ces innovations l'influence du Bauhaus et du Corbusier. Mais l'idée maîtresse restait tout de même de redynamiser les activités du bassin industriel liégeois autour de l'eau, à savoir la Meuse elle-même. Au cœur de l'événement, 2 réalisations majeures tiennent la vedette. En premier, le percement du canal Albert, dont les 125 km relièrent désormais notre cité au port d'Anvers. En second, la création d'un tout nouveau quartier sur une friche à Coron-Meuse, avec encore l'air, l'aménagement de l'île Montsaint. Je me suis renseignée à propos de l'expo, figure-toi. L'entrée se trouvait place Coron-Meuse, justement, comme on le voit ici. Il y avait une autre entrée aussi à Bressou, à cause de la gare qui s'y trouvait, indispensable pour relier le nouveau quartier aux principales artères de communication. Côté Bressou se trouvait cette curieuse plateforme, maintenue par 12 fines colonnes de métal. Cet ensemble a aujourd'hui disparu. Tout comme le Lido, un ensemble d'équipements récréatifs qui se trouvait devant la sculpture du plongeur, qui, elle, existe toujours. Hein. Le voici aujourd'hui, notre plongeur. L'ensemble domine aujourd'hui le port des yachts et s'intitule « Le plongeur et son arc », œuvre d'un artiste roumain, Idel Iancelevici. On la voit ici en 1939, surplombant la piscine olympique du Lido. L'histoire de cette œuvre est assez insolite. Elle était à l'origine assez exigeante car monumentale. Le plongeur fait 2,50 m et prend appui sur un tremplin qui se trouve à 15 mètres de haut. Indiquons au passage que le rendu n'avait pas satisfait l'artiste, lequel trouvait que son œuvre manquait d'unité. Néanmoins, elle plut au public et on fit une réplique en béton.
La ville de Liège avait pour projet de l'exposer en permanence. Hélas, la guerre survint. La réplique disparut pendant 60 ans dans les caves de l'Académie des Beaux-Arts, où elle fut retrouvée après enquête en 1998. 2 ans plus tard, en avril 2000, une copie plus durable en polyester creux, aux mensurations légèrement agrandies par rapport à l'original, fut installée sur les berges de la Meuse, à hauteur du Yachting Club, où les Liégeois peuvent toujours la contempler. Sans toujours savoir qu'elle célèbre la beauté du sport à quelques mois du déclenchement des horreurs de la guerre. N'oublions pas dès 1937 le port autonome, installé sur l'île Mont-Saint, un ancien marécage régulièrement inondé par les crues. Cette institution gère l'ensemble du trafic sur la Meuse, à hauteur de notre cité et de sa périphérie. Avant ce nouvel aménagement, le trafic fluvial liégeois devait se contenter des 8 quais de débarquement le long de la Meuse, ce qui, pour une ville si industrialisée que la nôtre, était insuffisant. On néglige trop souvent de rappeler que Liège est devenu ainsi le 3e port fluvial d'Europe. Eh oui. Le port autonome fut définitivement mis en activité avec l'inauguration du canal Albert, à l'occasion de l'exposition internationale de l'eau en 1939. Un tel événement est loin d'être anodin. Liège fut alors relié non seulement à Anvers, mais aussi à la mer du Nord et à Rotterdam. Les travaux bien sûr de percement de ce canal avaient débuté bien avant l'exposition de l'eau, puisque les premiers coups de pioche avaient été donnés en 1930. D'ailleurs, en présence du roi Albert, d'où le nom donné plus tard au canal. L'inauguration eut lieu peu après l'ouverture de l'exposition, en juillet 1939. Aujourd'hui, ce canal est une artère vitale par laquelle ont transité cette année près de 40 millions de tonnes de fret. Eh oui. C'est sur l'île Mont-Saint, à la pointe exactement, que se trouve le mémorial du roi Albert Ier. Oui, c'est une œuvre de l'architecte Joseph Mouchen, un ancien élève de l'Académie des Beaux-Arts, créateur du pont barrage dont nous avons déjà parlé, ainsi que de plusieurs instituts du Val-Benoît. C'est un des animateurs du groupe célèbre de l'Équerre et un disciple du Bauhaus. Le mémorial se compose d'un phare rectangulaire en granit de 42 mètres de haut. Et devant le phare, la statue du roi Albert Ier, alors décédé depuis 1934. Et sur la porte d'entrée du phare, notre devise nationale. Sur l'esplanade qui complète ce mémorial, un mur séparant les 2 niveaux de l'île est encadré par 2 géants de pierre. L'un représente un débardeur avec à côté un schéma de la ville d'Anvers et l'autre est un métallurgiste avec un schéma de la ville de Liège. Les pavillons des nations invitées ont fait date dans l'histoire de l'architecture. C'est l'époque où les idées du Corbusier font école. Recentrer la conception d'un bâtiment sur sa fonction et donner à la nature, à l'espace, à la lumière, une place maximale. Qu'on en juge avec le pavillon de la France, avec ses 2 rotondes en verre. Le pavillon de l'Allemagne, lui, est typique de l'architecture massive du Troisième Reich, très opposé à l'architecture fonctionnelle célébrée par les autres bâtiments de l'exposition. Petit passage par le Grand Palais des Fêtes, destiné à mettre en avant le savoir-faire de la ville de Liège. On voit également, avec le Beffroi national du travail, haut de 50 mètres, l'imposante architecture pratiquée par les différents pavillons. Même chose avec le Palais du Tourisme, lequel avait pour but de vendre l'attractivité de la Wallonie. Même volume gigantesque avec le palais du Commissariat général, soit un total de plus de 60 palais et pavillons, dont aujourd'hui, constatation désolée, il ne reste quasi rien.
En 1939, la région de Liège et plus globalement la Belgique était frappée par un chômage intense. En plus de célébrer le savoir-faire des architectes locaux, avait mis au travail de nombreuses cohortes de travailleurs. Et hélas, le contexte international poussait au pessimisme malgré les visions optimistes que l'exposition voulait mettre en avant. Les architectes avaient beau vanter les promesses d'un avenir radieux, les rumeurs de conflits se faisaient assourdissantes. C'est la Seconde Guerre mondiale qui mit un terme à l'exposition internationale de l'eau de 1939 ? Pas exactement. Tu sais que chez nous, la Seconde Guerre mondiale va surgir au printemps de 1940, car la Belgique était redevenue un pays. Mais c'est au printemps de 1939 que le bruit des bottes devint assourdissant. C'est d'ailleurs à la fin du printemps de 1939, le 3 septembre, que la Seconde Guerre mondiale éclata avec l'invasion de la Pologne par Hitler. C'est aussi le 3 septembre 1939 que la Belgique crut utile de réaffirmer sa neutralité. La Belgique se sentait menacée. Absolument. D'ailleurs, il y a un événement peu connu des Liégeois qui va sonner la fin de ces années 30 si alourdies de menaces. En août 1939, l'armée belge avait pris ses dispositions en cas d'attaque surprise de l'armée allemande et le pont-rail du Val-Benoît, comme plusieurs autres points névralgiques, avait été miné. Un violent orage dans la soirée du 31 août fit croire à la population de Liège que la guerre avait commencé, car la foudre était venue frapper un des piliers minés du pont, provoquant une terrible explosion. Au moment où le pont-rail s'effondre, un train est occupé à le traverser. C'est un rapide de la ligne Liège-Luxembourg. On dénombrera 20 morts et plus de 80 blessés. C'est une catastrophe qui jette sur l'exposition de l'eau une atmosphère de fin d'époque. Devant l'ampleur du drame, les responsables de l'exposition décidèrent de fermer provisoirement cette dernière. Mais ce fut en réalité une fermeture définitive le 2 septembre. Au même moment, l'invasion de la Pologne avait déjà jeté l'Europe dans les débuts du deuxième conflit mondial. Encore une fois, je m'étonne que ces splendides bâtiments n'aient pas été conservés. Oui, mais le Barca Street, lui, a survécu le long du quai de Wallonie. Mais avec la guerre et toutes les destructions de celle-ci, les bâtiments laissés par l'exposition de l'eau semblaient de vieux rêves révolus. Longtemps abandonnés, envahis par les ronces et les herbes folles, ils durent être rasés pour qu'on puisse rénover les lieux. Tout le quartier de Coron-Meuse était à l'état de ruine, en quelque sorte. Absolument. Une vaste friche laissée au jeu des enfants.